date, la fameuse date du 10 septembre. Vous le savez, un mouvement appelle à la mobilisation derrière un slogan choc, bloquons tout. Bloquons tout. Bloquons tout. Bloquons tout. Le propre des Gilets jaunes, c'est d'avoir créé la surprise. Or là, c'est tellement annoncé que, évidemment, que la répression va se préparer de manière conjointe. Il faut reprendre le contrôle. Nous avons perdu le contrôle sur nos finances publiques. La dette de notre pays s'est accrue de 2000 milliards d'euros. On agite la question de la dette pour pressurer, alors là pour le coup ça ressemble plutôt à la Révolution française, les gens qui sont déjà extrêmement pauvres. Il y a une espèce d'humiliation. On a déjà trouvé immonde la répression des Gilets jaunes, et ça peut être encore pire. Je suis directrice de recherche au CNRS, je suis historienne spécialiste de la Révolution française, mais je travaille dans un rapport passé-présent sur les émotions politiques et les dynamiques politiques. Il n'y a pas tant de points communs que ça, parce que le propre des Gilets jaunes, c'est d'avoir créé la surprise. Et donc d'avoir réussi à maintenir sous les radars, pour la plupart du monde, l'événement comme tel, de blocage. Or là, c'est tellement annoncé que, évidemment, que la répression va se préparer de manière conjointe et que, en fonction des gens qui vont se rallier ou pas à ce mouvement, elle va s'activer ou pas. Et donc, on n'est pas du tout du point de vue du rapport entre mouvement social et disons, maintien de l'ordre de l'État dans la même configuration. La cause première, elle est large, elle est proche de celle des Gilets jaunes pour le coup, c'est-à-dire que la souveraineté populaire n'existe plus. Autant dire, quelles que soient les opinions qui s'expriment de différentes manières, ce n'est pas entendu. Et ce n'est pas entendu aussi bien sur les questions écologiques, et la pétition contre la loi du plomb en témoigne. S'il y a autant de gens qui se sont mobilisés, c'est que quand même c'est scandaleux de laisser une loi permettre l'usage de produits nocifs pour la santé. On est dans le contraire de la fonction étatique qui est de protéger ses citoyens. Et donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'éminemment révoltant. Et que cette révolte, elle est la vraie question centrale. Et elle prend toutes sortes de formes, que ça soit celle qui est finalement très transversale de la santé, destruction des services de santé, mise à l'épreuve de la santé des gens par des produits nocifs, punition, impunité des gens qui produisent de l'eau minérale qui n'est plus de l'eau minérale. Donc il y a comme ça toute une série de choses, plus le fait qu'on agite la question de la dette pour pressurer, alors là pour le coup ça ressemble plutôt à la Révolution française, des gens qui sont déjà extrêmement pauvres. C'est quand même les gens qui ont vu leur pouvoir d'achat érodé par l'inflation et par l'absence de suivi des salaires qu'on souhaite finalement prendre l'argent. Donc à un moment donné, à force d'exagérer et de prendre toujours au même endroit, on se retrouve quand même dans une situation où il y a une espèce d'humiliation. Et c'est ce type d'humiliation et d'indignation qui, depuis au moins le XVe siècle, et les théories après qui vont venir de Machiavel, c'est que les humeurs des puissants sont dissymétriques des humeurs des humbles, que les humbles demandent juste à ne pas être dominés et à pouvoir vivre bien, c'est-à-dire vivre bien, c'est se nourrir, élever correctement ses enfants, pouvoir les éduquer, alors que les dominants considèrent qu'ils n'ont pas suffisamment, voire qu'ils perdent, s'ils n'accumulent pas davantage. Et on est complètement dans cette dissymétrie des humeurs qui fait qu'on s'autorise du côté des puissants à continuer à vouloir plus. Alors que maintenant, c'est quand même une évidence difficile à voiler qu'on a pris l'argent des pauvres pour nourrir les riches actionnaires. Donc ça, les gens sont quand même pas idiots et ils s'en rendent compte. C'est un point important parce que Mirabeau père dit que ça peut être le trésor national, en tant que cette dette oblige à transformer la situation de l'Ancien Régime. Mais en l'occurrence, sa dette elle a été contractée
par ce qu'on est en train de contracter, c'est-à-dire la guerre, en l'occurrence la guerre d'indépendance américaine, et par trop de dépenses de la Cour. Donc une liste civile, comme on dit, qui est trop importante. Donc il y a double raison que les caisses de l'État soient vides, et aussi des mauvaises récoltes, des situations climatiques pas satisfaisantes. On est dans une situation, de ce point de vue-là, qui n'est pas si différente. On veut augmenter les dépenses de guerre, on les a déjà augmentées. On veut continuer à nourrir le plus possible les actionnaires. On veut que le monde financier, et quand je dis financier, je ne pense pas juste à la finance internationale, mais tous ceux qui participent, même en étant des petits actionnaires relativement à la grande finance, que ça devienne plus gros que les États. C'est ça, les banques importantes, elles ont des avoirs qui sont plus importants qu'un État. Et c'est pour ça qu'elles sont trop grosses pour chuter. Donc c'est une espèce de concurrence entre le monde financier et le monde politique. C'est déjà le cas la veille de la Révolution. Mais il se trouve que le monde financier, la veille de la Révolution, c'est la bourgeoisie. Et donc la bourgeoisie, elle fait chanter le monde politique. Elle lui dit, à ce coup-là, on veut bien payer, puisque les nobles ne veulent pas payer, l'Église ne veut pas payer, donc les ordres privilégiés ne veulent pas payer, ils considèrent que ça serait vraiment contraire à leurs privilèges. Au bout du compte, la bourgeoisie n'est pas contre, mais en échange du pouvoir. Alors nous, là, c'est très différent. Parce que ceux qui ont beaucoup d'argent et qui pourraient éponger la dette, contrairement au petit peuple qui ne peut pas éponger la dette, qui peut juste s'endetter davantage sur le modèle grec, ils font aussi chanter. C'est des Elon Musk, c'est des gens comme ça. Et donc, si eux prennent le pouvoir, ça donne des situations à la Trump, à la Netanyahou, et donc c'est une alliance du capital et du fascisme. C'est ça, ce à quoi on assiste aujourd'hui avec la dette. Pendant la Révolution, c'est pas le cas, parce que la bourgeoisie n'a pas alors le pouvoir, et elle appartient en plus aux tiers-États. Donc elle est obligée de penser d'abord tiers-État avant de penser bourgeoisie. Alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on soit dans une situation où ceux qui disposent du capital pensent autrement même que comme leur capital à eux, leur entreprise, en concurrence avec d'autres entreprises. Donc on est dans une situation où la dette, si on ne fait pas une transformation radicale des règles du jeu, elle ne peut être épongée que par nos ennemis. Et donc on est dans une situation qui ressemble quand même beaucoup plus que la veille de la Révolution, de mon point de vue, à une nasse. Parce qu'on est coincé avec un double bind. Et le gouvernement fait alliance avec ceux qui peuvent payer, pas avec les petits. Et donc, pour pouvoir tenir dans cette alliance, il faut continuer à leur dire « mais on ne vous prendra pas d'impôts », parce que c'est contraire à leur conception de leur manière de prendre le pouvoir. Ils ne veulent pas contribuer à un État qui serait l'État pour tout le monde. Ils veulent transformer en personnes dépendantes absolues l'ensemble des individus. C'est clairement exprimé. Malheureusement, historiquement, sans cadre, les rapports de force sont peu élaborés. Et donc, c'est des feux de paille. C'est ce que Jean-Nicolas appelait la rébellion. Et on est encore au stade de la rébellion. Il se trouve qu'en plus, dans cette rébellion, il y a des enjeux politiciens de démarquage de syndicats les uns par rapport aux autres. Qui va suivre, qui ne va pas suivre, qu'est-ce que ça veut dire, comment, en tant que syndicat, jouer son rôle de critique de cette oppression du petit peuple par des taxes indues sans suivre. Donc fabriquer des journées d'action. Alors la journée d'action, c'est quand même le truc qui est déprimant par excellence dans le mouvement actuel. Ça sert pas, quoi. Ça sert peut-être à se compter, à se faire plaisir très très momentanément, c'est fugace. Et ça sert surtout aux syndicats à compter ses troupes. Donc c'est pas même la mise en place d'un rapport de force. Il y a quand même un enjeu de dépassement de ce que va être le 10 septembre, c'est-à-dire, quelle que soit la réussite en termes de nombre, un conglomérat de désirs face à un gouvernement injuste. Mais les modalités de ressentir l'injustice sont variables en fonction des gens. Les gens qui ne ressentent pas l'inflation, ils trouvent insupportable de ne plus pouvoir avoir accès à des services d'urgence corrects. Ce n'est pas les mêmes
questions qu'ils ont chacun. Si on n'arrive pas à dépasser en disant il faut un nouveau projet social et il ne peut être qu'unitaire, on laisse la place quand même à des adversaires qui sont redoutables et qu'on est un peu innocent, un peu naïf. On a déjà trouvé immonde la répression des Gilets jaunes et ça peut être encore pire. Donc du coup, ça aussi, il faut le penser en même temps. Et donc construire des espaces protégés, c'est utiliser le droit néolibéral de la propriété privée pour se protéger dans la propriété privée. De se privatiser pour pouvoir mieux travailler. Finalement, se séparer pour mieux revenir. Et ça dépend effectivement des actifs qu'on appelait dans le temps les actifs du bien ouvrier, c'est-à-dire les lieux sociaux qu'on peut aller occuper, soit parce qu'ils vous sont prêtés, soit parce qu'il y a des liens avec des municipalités, soit avec des lieux culturels, qui eux-mêmes sont tellement dépendants aujourd'hui en termes de subventions qu'ils osent plus faire quoi que ce soit, alors que c'était un lieu possible. Et c'est pas un hasard si on coupe à ce point les moyens de la culture, c'est qu'un théâtre, un cinéma, c'est un lieu où on peut faire des réunions. Et donc tous les lieux de réunion possibles aujourd'hui sont fragiles, et c'est ça qu'il faut chercher à mailler. Voilà, pour moi c'est ça l'enjeu.